Nous sommes en Île-de-France, sur l'autoroute A15 qui relie Paris à Cergy-Pontoise. Édouard, 43 ans, fait partie de la CRS 7, une unité dont la principale mission est d'intervenir sur les accidents de la circulation dans le nord d'Île-de-France. Il est appelé en urgence sur un accident moto. Avant d'intégrer la CRS 7, il y a 2 ans, Édouard était motard de la gendarmerie en région parisienne. Il sait que lorsqu'il intervient auprès de conducteurs de 2 roues, il faut s'attendre au pire. Un motard, c'est plus fragile qu'une voiture. Et puis là, en plus, il remonte entre les fils parce qu'il y a une tolérance. Donc, soit la chaussée est humide, soit les gens qui cherchent dans les bouchons à changer de fil rapidement voient pas le motard. Donc, il déboîte et puis le motard finit dans la voiture ou se fait taper par la voiture. C'est d'accidents réguliers qu'on a, quoi. Sur place, l'état de cette barrière témoigne du choc de l'impact. Après avoir raté la sortie, le motard a dérapé sur ces graviers. La moto a fini sa course dans cette glissière de sécurité. Normalement, ça te fait une belle boucle là, et là c'est tout enfoncé. La roue avant, elle a poussé tout le lisse là en bas, ça l'a poussé dans l'autre sens. Le problème de ces glissières de sécurité, c'est qu'elles peuvent être aussi tranchantes qu'une guillotine. Sur un motard, quand il glisse, après s'il va là-dedans, c'est comme un hachoir, quoi. Arrivés les premiers sur place, les pompiers informent Édouard des circonstances de l'accident. Bonjour. Une motarde seule qui a fait une embardée, elle a glissé sur le gravier. A priori, blessé léger, elle a quand même une plaie suturable, donc je pense qu'ils vont la transporter. Ils sont en train de faire la régule au niveau du SAMU. Sur le côté de la route, le collègue d'Édouard recueille le récit des témoins de l'accident. Coup de chance, cette jeune fille est apprentie infirmière. Elle n'a pas hésité à prodiguer les premiers soins à la victime. Je l'ai vue debout, je me suis dit que ça se passait bien, c'est pas normal. Donc du coup, j'ai été la voir, je lui ai demandé si elle allait bien, elle m'a dit non. Je lui ai dit viens t'asseoir dans ma voiture et de là j'ai vu son jean plein de sang. Donc j'ai découpé, j'avais ma trousse dans le col, j'ai pris le ciseau, j'ai tout découpé, j'ai vu le trou énorme dans le genou, je me suis dit ça saigne beaucoup, je vais faire un point. Et je lui ai mis une compresse, un bandage pour éviter que ça pisse le sang et puis elle m'a remercié énormément. Je lui ai dit que c'était normal parce que voilà, j'en avais marre que quelqu'un me fasse ça. Sachant qu'elle était toute seule, elle ne pouvait pas la laisser comme ça. Dans le camion des pompiers, la conductrice de la moto a eu beaucoup de chance. Elle s'en sort avec quelques blessures. Je suis bien ouverte au niveau du genou. En fait, donc je pense que c'est ce qu'on me disait, que j'allais avoir des points de suture. Mais de l'autre côté, je suis là. Mais après, c'est l'équipement qui a pris en fait. Moi, après, à ce jour-là, tout va bien. T'es bien équipé. Ouais, c'est surtout l'équipement, je pense que c'est important d'avoir l'équipement. Les pompiers vont transporter la victime à l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, il faut tout déblayer pour permettre au plus vite la réouverture de la sortie d'autoroute. Cela fait plus de 3/4 d'heure qu'elle est bloquée et malgré leurs avertissements, Édouard et son collègue Karl ont du mal à empêcher les automobilistes d'emprunter la voie. Avancez madame, avancez. Là, il y a des plots partout, il y a 2 camions avec des flèches qui disent d'aller à gauche. Et là, t'as des gens qui rentrent encore dans le balisage, quoi. Quand veux-tu qu'il n'y ait pas d'accident? On sera jamais au chômage, nous. À peine le dos tourné, une voiture réussit à s'insérer sous le nez des policiers. Faites quoi, là? Non, on vous a pas demandé de passer là, monsieur, c'est bloqué, là. Il y a quelqu'un qui m'a fait un film. Moi, j'ai dit... Ah, mais pourquoi déboîter alors qu'il y a du balisage? La bretelle est fermée, vous déboîtez quand même. Édouard est intransigeant avec ses conducteurs qui forcent le passage. Il décide alors de verbaliser l'automobiliste. Votre adresse, s'il vous plaît, monsieur. Vous allez recevoir une amende à 22 € à la maison, directement. Ah bon? Bah oui, monsieur. Allez, une bonne soirée à vous. Bon courage. Ah, sauf si vous voulez qu'on fasse un tarot. Sur autoroute, sur les départementales ou encore en pleine ville. En 2021, la route a fait 67 000 blessés et près de 3 000 morts. On va vous faire dormir. On va vous faire dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, vous avez eu un accident de moto, vous vous rappelez pas? En cause, l'assoupissement, l'alcoolémie ou encore des conduites excessives.
Ah bah regarde. Encore. On y va? Malgré la baisse de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes départementales, la mortalité routière tarde à baisser significativement. Pourtant, partout en France, gendarmes et policiers sont à pied d'œuvre pour lutter contre ce phénomène. Ah bah c'est bien ça, c'est professionnel, vous nous suivez? Ouais. Ah oui, il a tout gagné. Bah, il a le téléphone à la main, il a pas de rétro, il vient de faire une ligne blanche. Parfois, au péril de leur vie. Est-ce que vous avez déjà eu le permis avant? Depuis 2010, vous roulez sans permis? Grosso modo. Nous avons suivi au quotidien le travail des forces de l'ordre sur les axes de circulation les plus dangereux. Édouard, de la CRS 7, va faire face à un accident qui menace de bloquer tout le trafic de l'autoroute A1. Moi, le moment où je crève et moi je me fais rentrer dedans, 10 minutes. Caroline, sapeur-pompier de Carcassonne. Son intervention va permettre de sauver les jambes d'un conducteur lors d'un grave accident. Est-ce que tu peux nous mettre la vitre de l'autre côté? Attention la jambe. Ouais, c'est bon. Allez, parfait. Parfait, super les gars. Ou Karl, du peloton autoroutier de l'A1, qui va devoir garder son calme face à un conducteur complètement irresponsable avec un enfant à l'arrière de son véhicule. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Un tout petit peu. Ah, je crois qu'un peu, je pense. Bienvenue dans une lutte de tous les instants des forces de l'ordre contre la délinquance routière et ses drames. 3 heures après l'accident de moto, nous retrouvons Édouard sur l'A3, l'autoroute qui relie Paris-Porte de Bagnolet à Roissy. On se rend sur la 3 Yankee pour l'accident impliquant les 2 poids lourds. Dans le nord d'Île-de-France, il se produit en moyenne 7 accidents par jour et ils sont parfois très graves. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est royal quand même. Une collision impliquant 2 poids lourds vient d'avoir lieu. C'est toujours avec angoisse qu'Édouard se rend sur place. Vous savez s'il y a des victimes? Non, pas encore. C'est pour ça qu'on va voir. Sur place. Donc A3 Yankee PK13. Pour éviter le suraccident, ce chauffeur a mis son camion au milieu de la voie en attendant l'arrivée des secours. Je viens d'arriver à longtemps, j'ai mis la camionnette à cause de ça. Après, je vais partir. Moi, j'ai rien vu. D'accord. Vous pouvez y aller, monsieur. Alors. Je vais juste là, à la voiture. D'accord. Merci. Bonne journée. Plus loin, un poids lourd est complètement éventré. Il était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence après avoir crevé, quand un autre camion l'a heurté violemment. Miraculeusement, le chauffeur du poids lourd s'en sort sans une égratignure. C'est cet homme. Il venait de quitter sa cabine quelques instants plus tôt. Il a échappé au pire. C'est chaud, hein? Bah ouais. Parce que je voulais attendre dans le véhicule. Et je me suis dit non, jamais. Je suis mis là sur le côté en attendant. Ouais, mais même là sur le côté, il faut se mettre soit devant, soit derrière la pile de pont. Ouais. En général, il faut se mettre avant. Parce que même si le véhicule se fait taper, il va aller devant, quoi. Donc le mieux, c'est de se mettre derrière. Je l'ai fait arriver au dernier moment et... Ça marche. L'homme attendait entre les glissières de sécurité. C'est ce qui lui a peut-être sauvé la vie. Quand même, ouais, parce que si j'étais dans le camion, je prenais la charge, quoi. Moi, le moment où je crève et moi je me fais rentrer dedans, 10 minutes. C'est le camion de cet homme qui a percuté le poids lourd. Il est encore sous le choc. Vous avez les documents du camion? Vous pouvez nous les ramener? Permis de conduire, tous les documents qui vont avec? S'il vous plaît, Permis, tous les documents du contrôle, permis, carte grise, assurance, FIMO, FCOS, la totale, quoi. Ok. Voilà. Attention à vous. L'homme roulait à 90 km/h à peine. Pourtant, les dégâts témoignent de la violence de la collision. Le conducteur a vu le poids lourd stationner au dernier moment et malgré un coup de frein, il n'a pas réussi à l'éviter. Simplement, monsieur était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, il dépassait un petit peu. Et le camion devant moi s'est décalé sans mettre son clignotant. J'ai jamais pensé qu'il y avait un camion d'arrêté là, surtout que le client était très près du camion et que je suis pas sûr que cette détresse marche à l'arrière. Et qui est responsable, c'est vous ou c'est quand même le camion de devant ou non? Ah bah c'est moi, puisque je dois être maître de mon véhicule, c'est moi le responsable normalement. Les deux chauffeurs en sont quittes pour une grosse frayeur. C'est maintenant au personnel de l'équipement et aux dépanneurs d'intervenir. Il
faut enlever les véhicules, nettoyer la chaussée et rétablir la circulation au plus vite pour éviter qu'un embouteillage ne se forme. Pour faire baisser le nombre d'accidents, la police autoroute du nord d'Île-de-France traque les petites infractions et les comportements à risque. C'est le rôle de Pascal et de son coéquipier Sébastien. Tous deux appartiennent au GLDR, le groupe de lutte contre la délinquance routière. Et c'est incognito, à bord d'une voiture banalisée, qu'ils prennent en flagrant délit les mauvais conducteurs. C'est une façon de dire aux gens, même si vous ne nous voyez pas, on est quand même là. Hein. Voilà, tout simplement. Si en journée, avec une circulation dense, les chauffards se font discrets, les mauvais comportements, eux, sont légion. Comme cet automobiliste qui vient de se rabattre devant le pare-choc d'un poids lourd. Il vient de faire la ligne continue. Ça, c'est très bien, ça. Pascal est ironique. Même après 3 années d'expérience, ce type de comportement l'excède toujours autant. Vous nous suivez, monsieur? Ah bah c'est bien ça, c'est professionnel. Vous nous suivez? Ouais. Ah oui, il a tout gagné, lui. Pourquoi? Bah il a le téléphone à la main, il a pas de rétro, il vient de faire une ligne blanche. L'automobiliste d'un certain âge cumule plusieurs infractions. Il roule sans rétroviseur gauche. Il affirme que sa voiture a été vandalisée et qu'il n'a pas eu le temps d'en changer. Non mais monsieur, laissez-moi parler. Oui, vous faites la ligne continue devant le poids lourd et vous circulez sans rétroviseur. Le rétroviseur, ça fait 3 jours, monsieur. Bah ouais, mais... Il me l'emplace, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est interdit de circuler avec un véhicule qui n'a pas de rétroviseur à gauche. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Avec sa casquette sur la tête, le retraité tente de négocier avec Pascal. Il lui pose une main amicale sur l'épaule. Ah, monsieur, je vais quand même relever à votre compte des infractions. S'il vous plaît. Je vais vous mettre non-respect de la signalisation routière, monsieur. D'accord? C'est 22 €. Non mais, laissez-moi parler. Parce que sinon, je vais relever vraiment les infractions que je dois relever. Ok? C'est bon? L'homme s'en tire bien. Pascal lui met 2 amendes au lieu de 3, à 22 et 45 €, mais sans retrait de points. Le retraité n'en a quasiment plus sur son permis. Vous restez souvent de négocier avec vous? Tous les jours. On aurait pu être commerçant parfois. Je suis gentil sur la ligne continue parce que quand bien même il gêne le camion à la vu la vitesse de circulation, il n'est pas accidentogène en tant que tel. Par contre, je laisse pas passer, donc au moins je relève une infraction, même minime, mais je laisse pas passer, quoi. Cela fait maintenant 3 ans que Pascal et Sébastien sillonnent en équipe les routes du nord d'Île-de-France. Mais cela ne les empêche pas d'être régulièrement surpris par les comportements de certains usagers qui frôlent parfois l'inconscience. Là, on a un 50 cm3 sur l'autoroute, c'est strictement interdit et dangereux pour lui-même. Nous sommes à présent sur l'A3, en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et sur la voie de droite, n'excédant pas les 65 km/h, un scooter de 50 cm3 se fait dépasser par les voitures. Bonjour, je peux savoir qu'est-ce que vous faites sur l'autoroute avec votre scoot là? C'est un 50 ça? Oui. Bah, qu'est-ce que vous foutez sur l'autoroute avec ça? Moi je sais pas, la roue il va acheter hier, c'est ça. Je ne connais pas, ça c'est... Bah, vous avez quoi? Vous avez le permis de conduire vous? L'homme ne parle pas très bien français, il prétend avoir acheté son scooter la veille. Après vérification, il n'est pas assuré à son nom. Bah il n'a pas encore fait les papiers. Depuis combien de temps? Ah bah je sais pas parce qu'il appartient toujours à le Noble qui habite à Livry-Gargan. Donc voilà. C'est extrêmement dangereux étant donné que l'autoroute A3 est une autoroute à la circulation très dense. Les 50 cm3 ne peuvent pas adapter leur vitesse au flux de circulation sur une autoroute qui circule normalement. Et ils sont d'autant plus vulnérables que si les voitures arrivent vite, ils ne vont pas forcément les voir et ils peuvent se retrouver très vite par terre. Mais le conducteur du 2 roues ne comprend toujours pas pourquoi il ne peut pas rouler sur l'autoroute. Alors monsieur, vous allez repartir sur un dépanneur. Ça, vous n'avez pas le droit de circuler avec ça, on va faire appel à un dépanneur. Non. C'est forbidden. Les panneaux sont à l'entrée de l'autoroute avec le gros rond et interdit aux cyclos. Bah, on apprend aussi à regarder quand on conduit. Ah, le dépanneur, voilà. c'est qui? C'est pas possible. Vous allez le faire. Ah ouais.
L'individu repartira en dépanneuse, tout comme son scooter. La journée sur autoroute, les accidents sont la plupart du temps provoqués par des erreurs d'inattention. L'une des causes, c'est souvent le téléphone au volant. C'est interdit le téléphone. Bah mais quoi? À l'origine d'un accident corporel sur 10 en France. Cette conductrice est tellement prise dans sa conversation qu'elle ne voit pas les policiers. Faut raccrocher. Oh! Et on prend la sortie tout de suite là. Allez tout de suite. Elle a eu peur là. Elle va être toute tremblante là. La sortie là. Allez! Prenez la sortie. Prenez la sortie. Un danger. Là, elle nous a même pas vu, on l'a doublé en plus. Oh, c'est pas possible. Ah oui, vous avez eu tort, oui. Même quand vous a doublé, vous nous avez même pas vu, quoi. J'ai fait une amie quand elle était en larmes au téléphone, elle est en dépression. Ah oui, mais c'est pas elle qui va perdre ses points, madame, c'est ça le problème. La femme fait amende honorable, mais elle prétend avoir une bonne raison. J'ai pas l'habitude de répondre au téléphone, mais c'était elle. D'accord. Donc ça c'est le frein là, mais non, franchement, je sais que j'ai horreur de ça, les gens qui appellent en voiture, et là, je sais que c'est... Pour Pascal, c'est non négociable. Elle avait aucune notion de l'environnement autour d'elle, donc oui, c'est agaçant. En plus, c'est ce que j'appelle moi l'infraction à la con. Hein. On sait très bien que c'est dangereux, que ça peut emmener d'autres problèmes. Et puis les gens continuent à le faire. Et ils trouvent toujours la bonne excuse. C'est toujours l'appel urgent. Voilà. Donc, le téléphone, ils font comme tout le monde, ils le rangent et puis ça se passera bien. Elle était en larmes là au téléphone. Non, mais madame, peut-être. Mais vous, est-ce que vous avez envie de finir au cimetière? Bon bah voilà. Elle devra payer une amende de 90 € et aura un retrait de 3 points sur son permis. Mais les policiers lui ont peut-être évité un drame. Téléphoner en conduisant multiplie par 5 le risque d'accident. Et sur le bord des routes, d'autres dispositifs s'attaquent aux conduites à risque. Radar automatique, caméra embarquée, vidéosurveillance. Désormais, que vous soyez sur les routes ou stationnés, souriez, vous êtes verbalisé. Ces passionnés de grosses cylindrées font partie de la Fédération française des motards en colère. Ben moi j'ai une nouvelle plaque. Par contre, je mets la réalité des choses. État des trousseurs des usagers. Hein. À leur tête, Thierry, 47 ans. Pour la circulation, donc on est en jaune. Moi je passe devant, on roule en quinconce, on monte tranquille, voilà. Et puis on va rejoindre les copains de la 23 là-haut. Depuis quelque temps, il y a un sujet qui cristallise leur colère, la multiplication des radars automatiques. Après le virage, là, sur la droite. Alors, lorsque Thierry et ses amis en croisent un sur le bord de la route, ça finit souvent comme ça. Il y en a un qui me le tient. Thierry, vous faites quoi là? Ben là, on leur montre qu'on est contre les radars. Hein. Et puis, comme il pleut, en plus, ça le protège. On entretient le matériel. C'est quelque chose que vous faites de temps en temps? Comment ça se passe? Ouais, ça peut arriver, suivant les périodes. Avant de quitter les lieux, ces motards n'hésitent pas à signer leur forfait. Et même à récidiver quelques kilomètres plus loin. Fais voir le jaune. Ça va couler, je pense. En quelques minutes, un second radar est mis hors d'état de fonctionnement. C'est quoi le message, Thierry, là? Ça sert à quoi, ça? Des radars, à part rentrer des sous dans les caisses de l'État, au niveau sécuritaire, ça apporte rien. Je préfère un gendarme au bord de la route qui va arrêter la personne que lui qui m'envoie un PV à la maison à payer. Couvrir un radar est interdit. Thierry et ses amis risquent gros, 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Mais cela ne semble pas les effrayer. On verra, je serai peut-être embêté, on sera peut-être embêté. Mais bon, il y a un ras-le-bol, et ce ras-le-bol, au niveau national, il commence à monter. En France, pas une journée ne se passe sans que des radars automatiques ne soient mis au service. Cela va du simple tag à des dégradations beaucoup plus lourdes.
Les cabines sont parfois incendiées, explosées ou transpercées avec des balles de gros calibre. Des actions qui traduisent une fronde anti-radar grandissante. Pourtant, les lignes droites et les grandes vitesses continuent de causer des ravages. À la caserne de Carcassonne, une alerte vient d'être donnée. Un choc frontal entre deux véhicules est signalé sur une départementale à quelques kilomètres de la ville. Une ambulance et un véhicule de secours routier sont immédiatement dépêchés sur place. Dans l'ambulance, Stéphane et Caroline seront parmi les premiers sur les lieux. On connaît le lieu, en fait c'est une portion de route qui est très accidentogène et ces derniers mois on a fait plusieurs accidents graves. Donc on sait que potentiellement il va y avoir des victimes qui vont être atteintes gravement. Du fait de la vitesse, parce que c'est une portion de route où ça roule relativement vite. Voilà. Après on n'a pas d'autres notions. À leur arrivée, ils découvrent deux véhicules complètement défoncés par le choc. Il faut faire vite. Le conducteur de la voiture blanche aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté frontalement cette autre voiture. À l'intérieur, une jeune femme de 36 ans. On a deux impliqués, un à chaque voiture. Donc avec la personne la moins relative, elle a un trauma au pied avec des formations. Son état est jugé peu préoccupant, mais celui du conducteur de l'autre voiture est beaucoup plus grave. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, se plaint de fortes douleurs aux jambes, au dos et au visage. Plus problématique, il est coincé dans l'habitacle, impossible pour le médecin de l'examiner. Il faut absolument une ouverture. Ouais, c'est ça, lui il faut qu'il rentre, il ne peut pas rentrer, donc il faut vraiment une ouverture de porte. Les pompiers doivent trouver un moyen d'accéder à la victime au plus vite. Est-ce que tu peux nous mettre la vitre de l'autre côté ? Après un choc d'une telle violence, la colonne vertébrale de cet homme est peut-être atteinte. Pour Caroline, l'urgence est de maintenir la tête du conducteur toujours conscient et de le rassurer. Donc monsieur, je vous explique ce qui va se passer. Donc vous n'êtes pas incarcéré dans votre véhicule, mais vous êtes coincé parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes sur le côté. Donc là, les bruits que vous entendez, on va ouvrir la porte avec une cisaille. Pour ouvrir la porte, les pompiers vont devoir utiliser une pince hydraulique, un écarteur particulièrement puissant. Avec ce type d'engin, l'opération ne prend que quelques secondes. Il faut maintenant préparer l'évacuation du conducteur. L'enjeu de cette étape est d'éviter à tout prix les mouvements qui aggraveraient les blessures de cet homme. Tu veux que je te prépare quoi comme matos? On propose ACT et après on fait rotation et plein d'urgence. Allez. L'ACT, c'est l'attelle cervico-thoracique dans le langage des pompiers. Elle est utilisée dans les cas les plus graves, ceux où l'on suspecte une atteinte au cervical ou à la colonne vertébrale. Des lésions qui peuvent entraîner des paralysies plus ou moins complètes. Mais il faut faire vite, car l'homme présente de nouveaux signes inquiétants. Monsieur, ouvrez les yeux s'il vous plaît. La victime est épuisée et commence à s'endormir, le signe d'un potentiel traumatisme crânien. Les pompiers essayent de le stimuler au maximum avant sa sortie du véhicule. Garder le conducteur éveillé est essentiel pour surveiller son état. Ne vous endormez pas, monsieur. Hein? Écoutez-nous, on est bientôt sorti de la voiture. Vous allez nous aider, monsieur. Vous allez croiser les mains sur le ventre, s'il vous plaît. Allez-y. Mettez vos mains comme ça sur le ventre. Très bien. Ce sont Stéphane et Caroline qui coordonnent cette manœuvre délicate. Pas moins de 7 pompiers y participent. Attention la jambe de ton côté. Ouais, c'est bon. Allez, parfait. Parfait, super les gars. Allez, et on fait suivre. En long. Ça va monsieur? C'est bon, vous êtes dehors. Vous êtes sortis de la voiture. Attention pour lever. Bon, c'est bon. Il faut maintenant l'emmener au plus vite à l'hôpital. Donc ça a tapé très fort, comme vous avez pu le voir dans les images. Et on a eu de la chance. On a une personne qui est stabilisée. Et là, on a aussi une autre personne. Moindre blessé moindre. Par contre, pareil, elle a quelques dermabrasions, quelques contusions. Donc, comme il y a un médecin sur les lieux, on va en profiter et on va partir en convoi, les deux ambulances au niveau du CH. S'il y a un problème sur les deux victimes, il pourra s'arrêter. En raison de la gravité de l'accident, la gendarmerie va même ouvrir la route jusqu'à l'hôpital. Pour Caroline et Stéphane, l'opération est un succès. Leurs précautions se sont avérées extrêmement utiles. Après examen, les médecins ont décelé qu'une des vertèbres cervicales du conducteur était cassée.
Sans l'usage préventif de la fameuse attelle cervico-thoracique, il aurait pu perdre l'usage de ses jambes. À Bobigny, en région parisienne, au QG des motards de la police du 93. Benoît a intégré cette prestigieuse compagnie il y a 3 ans. À l'approche de la quarantaine, ce policier d'expérience a voulu se lancer un nouveau défi. La sélection se fait sur concours et après 4 mois de formation intensive aux techniques de pilotage, appartenir à ce corps d'élite est un privilège. Vous avez choisi de devenir motocycliste en particulier? C'est tout simplement déjà ma passion de la moto. J'ai une vingtaine d'années de permis moto et ça permet d'allier la passion au geste professionnel de ma formation initiale de policier. Les missions des motocyclistes ne sont jamais déterminées à l'avance. Oui, allô. C'est l'un des attraits de cette unité. D'accord. Bah écoute, on arrive. Vous allez où? Là, on va se rendre sur un accident de voie publique, a priori assez grave. Donc on va prêter notre service pour une éventuelle escorte. Tango Mike 822, à 1+1, on va se diriger sur la commune de la Courneuve. Benoît vient d'être appelé sur un accident qui a eu lieu à la Courneuve, une commune de Seine-Saint-Denis. Il se rend immédiatement sur place avec son équipier Mathieu. Le véhicule accidenté a percuté un trottoir à vive allure. Pompiers, SAMU et les services de secours sont déjà à l'œuvre. Il y a 2 victimes, le conducteur et son passager. Et leur état de santé est très préoccupant. On est dans le cadre d'une urgence absolue. Hein. Je viens de voir le capitaine des pompiers. Ils souffrent tous les 2 de trauma crânien. Ils craignent que les personnes décèdent. On en saura un peu plus tout à l'heure. Les 2 individus âgés d'une vingtaine d'années ont violemment heurté le pare-brise de la voiture. Ils ont voulu tout doubler, puis ils se sont percutés là. Et les deux ils étaient pas touchés. Tu vois les 2 impacts des têtes sur le pare-brise. Un accident aux conséquences dramatiques dans lequel le conducteur semble directement impliqué. Selon des témoins, il aurait brusquement changé de voie un peu plus haut avant de rouler à contresens. Bon, a priori, la voie de droite où se trouve la dépanneuse était encombrée de par la circulation. Et ils ont voulu prendre à contresens, franchir la ligne blanche, passer un passage piéton et venir se rabattre très rapidement. Et au moment du feu, tout simplement, il s'est pris le mobilier urbain, à savoir le trottoir. Et le véhicule a fini immobilisé avec une décélération assez brutale. Les policiers procèdent aux premières constatations pour reconstituer l'accident. En examinant l'intérieur du véhicule, ils en découvrent peut-être la cause principale. Dans cette bouteille entamée, il n'y a pas que du soda. Ça sent. Vous venez de trouver quoi là? Une canette d'alcool et de bière. Des accidents comme ça, on en voit souvent. Assez fréquemment malheureusement. Assez fréquemment et c'est souvent l'alcool, les stupes, la vitesse. Généralement c'est les 2 roues. Là c'est un 4 roues malheureusement. Les tests sanguins diront si le conducteur roulait ou non sous l'emprise de l'alcool. En attendant, c'est l'état de santé des 2 individus qui inquiète les médecins. Les services d'urgence d'un hôpital voisin ont été contactés. Benoît et Mathieu doivent escorter une des 2 victimes dans cette ambulance. Dans le flot parisien, les 2 motocyclistes doivent frayer un chemin au véhicule du SAMU. Le moindre ralentissement peut bien sûr avoir des conséquences dramatiques pour la victime. Le véhicule arrive à l'hôpital, un instant toujours redouté par les secours et par les policiers. Mais quelques minutes plus tard, les nouvelles semblent plutôt rassurantes. Alors Benoît, l'état de la victime? L'état de la victime, elle sort du scanner. Il y a a priori des fractures au niveau cervical. On n'en sait pas beaucoup plus. Le pronostic vital n'est plus engagé, mais on ne connaît pas encore la nature des séquelles. Ouais. L'autre victime s'en sortira aussi. Un soulagement pour les 2 pompiers, même s'ils partent sans connaître l'étendue exacte des séquelles.
De jour, les comportements inconscients sont courants sur les autoroutes franciliennes. De nuit, c'est encore pire, avec souvent des conduites sous alcool ou produits stupéfiants. À partir de maintenant, ça peut arriver vraiment fort. Et ça va passer comme des balles. Joseph et ses collègues font partie de la brigade motocycliste de nuit du 93. Sur cette portion de l'A3, le policier annonce la couleur. Disons que c'est un spot pour les pilotes en herbe du 93. Ils sortent de Paris et ils enquillent l'autoroute. Vous allez voir, on en entend un ou deux, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est limité à 90, véridique. Les motos elles vont monter à 180, 200, voire plus. Vous allez voir. Et en effet, après moins de 5 minutes, un véhicule passe comme une flèche sous le nez des policiers. Ah bah, regarde, ça part. On y va? Allez. Cette partie d'autoroute qui traverse la Seine-Saint-Denis est limitée à 90. L'aiguille de la moto monte à plus de 200 km/h pour rattraper cet automobiliste un peu pressé. Et visiblement, il ne fait pas que rouler vite. Avec sa lampe torche, Sébastien n'y va pas par 4 chemins. Vous avez bu quoi? Un verre ou deux? Ah non, vu comment ça sort, c'est pas un verre ou deux. Complètement alcoolisé en plus. Ah, des grands verres. Ah, il y a les yeux là. Des moyens. L'homme est complètement ivre au volant de sa voiture. Vous allez voir, ça va devenir rouge écarlate. Ah, d'accord. De toute façon, il a baissé la vitre, ça sentait tellement. Ah bah, ça sent encore d'ici. Et ce n'est pas tout. Et vous avez le permis? Il cumule encore une infraction très grave. Ça fait combien de temps que vous conduisez? Est-ce que vous avez déjà eu le permis avant? Depuis 2010, vous roulez sans permis? Grosso modo. Personne pas de permis, qui en plus boit, reprend un véhicule, se permet des choses et puis après s'étonne de se faire contrôler parce qu'elle roule à une certaine vitesse et en plus de ça n'a pas de permis. Sous l'emprise d'alcool. Donc après, voilà, les conséquences que l'on connaît. S'il a un accident, encore des victimes. Monsieur sorti du véhicule? L'individu est embarqué au poste. Selon ses antécédents, il risque plusieurs mois de prison. Son véhicule est confisqué. C'est Joseph qui se charge de le déplacer. Je vais chercher une place, je vais mettre sur un parking. Et il était vraiment bien bourré parce que l'odeur, je vais être à 6 grammes. L'éthylotest n'en révélera bien sûr pas tant, mais tout de même un taux d'alcool d'1 gramme par litre de sang. Un profil qui n'a rien d'inhabituel la nuit. Je pense que la notion de la réalité lui échappe totalement. Donc après, rouler à telle vitesse pour mettre sa vie en danger pour un alcoolique ou une personne qui a bu, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, malheureusement. La nuit, les motocyclistes voient de tout et entendent de tout. Un peu plus tard, sur le périphérique parisien, une voiture double à vive allure par la droite. L'automobiliste est intercepté, il va fournir une explication surprenante. Vous êtes particulièrement pressé? Moi, je suis très pressé. Ça se voit? Et la raison de votre empressement, monsieur? Comment? La raison de votre empressement? Qui vient de prendre des coups de couteau. Et vous êtes médecin ou pompier? Un de ses amis aurait été agressé à l'arme blanche. Expliquez-moi, monsieur n'est ni médecin ni pompier. En quoi le fait d'aller vite sur place, ça aidera la personne qui a supposé pris un coup de couteau? Il n'y a aucune excuse. Joseph ne veut rien savoir. Le conducteur a en plus moins de 2 ans de permis. Sachez que vous serez verbalisé pour une vitesse excessive, pour un non-respect d'une distance de sécurité, ainsi qu'un dépassement par la droite. Vous recevrez directement tout ça à votre domicile d'ici une dizaine de jours. Bonne soirée. Des histoires rocambolesques comme ça, on y croit ou pas? Bah, chacun peut y prêter attention ou non, mais des excuses comme il avait, on en entend des merveilleuses. Et oui, ça lui a fait ni chaud ni froid. Le mec qui repart de plus belle. C'est ça toutes les nuits. Mais parfois, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a un mec qui s'est fait descendre, on y va. Direction Bagnolet, dans une cité située aux portes de Paris.
Le contrôle de vitesse est interrompu. Un homme touché par balle est entre la vie et la mort. Joseph et ses collègues sont appelés pour escorter le véhicule de secours. La victime est âgée d'une vingtaine d'années. Elle est dans un état désespéré. Apparemment, il y a eu une sorte de règlement de compte. Il y a eu plusieurs impacts de balles dans une voiture. Il y a une personne blessée par balle et on a retrouvé plusieurs douilles de différents types d'armes, ce qui suppose qu'il y a au moins 2 armes. C'est le western des temps modernes. Ici, c'est monnaie courante. Les pompiers font tout pour sauver la vie de la victime. En attendant, les policiers doivent assurer leur sécurité et surtout leur permettre d'intervenir dans les meilleures conditions. C'est le papa de mes enfants. On ne peut pas faire dans la maison, je l'avais pas, moi. Ah, c'est bien ce que je dis, monsieur. Là, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dehors. Votre maison, elle est ici. Des moments comme ça, c'est des moments sous tension, donc il faut vraiment essayer d'être au calme et d'apaiser les gens. Déjà, il s'est passé quelque chose de super violent, super agressif, c'est très court. Donc les gens n'ont pas spécialement le temps d'assimiler. Mais il suffit qu'ils réalisent que c'est une personne qu'ils connaissent ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver, des fois ça part, malheureusement encore plus. Mais ce soir, le travail des secours ne sera pas suffisant. L'individu vient de succomber à ses blessures. C'est pas nous qui finissons le... C'est les pompes funèbres qui viennent chercher directement le corps. Voilà, action. Des instants toujours éprouvants, même s'ils ne connaissent pas la victime. Malheureusement, ça arrive. Des personnes qui décèdent suite à règlement de compte, il y en a plusieurs par mois. De notre point de vue de policier, on ne peut pas se permettre de prendre la décharge émotionnelle des gens. Comme tout à l'heure, le monsieur, apparemment, il le connaissait bien. Mais je ne connais même pas l'identité de la personne. Apparemment, lui, il le connaissait. Mais je ne peux pas me permettre de prendre sa décharge émotionnelle, même si ça me touche quand même au fond de moi. Hein. C'est une personne qui meurt, c'est pas du tout agréable. Mais on se doit carrément de se protéger, parce que sinon, la misère humaine et tout ce qu'il peut y avoir, c'est la déprime, quoi, malheureusement. Les motards de la police sont régulièrement confrontés à ces drames. En cas d'urgence vitale, ils sont toujours parmi les premiers à être appelés. Plus rapides, les motards sont aussi plus exposés. Ils ont 6 fois plus de chances de mourir lors d'un accident qu'un automobiliste. Et justement, sur la Nationale 20, en Essonne, un accident grave vient d'être signalé. J'ai pas d'informations, je sais juste qu'ils ont déjà engagé une autre équipe médicalisée en renfort, le SMUR détente, qui va se joindre à nous. Donc il y a une gravité présumée, puisqu'ils ont engagé 2 équipes sur cet accident. Ils doivent avoir des informations que je n'ai pas encore. Gilles est urgentiste. Voilà, là, ça commence à boucher, on n'est plus très loin. Il est envoyé en renfort d'un autre SMUR sur cet accident. L'accident est maintenant en vue. L'accès est difficile et le stress monte à nouveau d'un cran. 5091, le SMUR Arpajon se présente. Arpajon sur place. L'urgentiste préfère continuer à pied. Voici ce qui s'est passé. À cause d'un brusque ralentissement, une moto avec 2 passagers a percuté cette camionnette. Donc il y a déjà un SMUR sur place, donc on se met à disposition du SMUR qui est présent. Bonjour. Cette victime, je viens d'arriver il y a 3 minutes. Le jeune médecin découvre 2 blessés graves. Ce sont les motards. Le pilote, un homme de 48 ans, et sa passagère, une femme de 44 ans. Ouais, gentil. Sur le plaisir la dernière fois. Ouais. Le patient, il a 67,43 de tension, il va comprendre. Le pilote a la jambe dans un sale état. Il souffre de multiples fractures ouvertes. Une moto qui a heurté l'arrière de la voiture là-bas. 2 victimes qui sont des motards. Les 2 médecins ont fort à faire. L'accident a été violent, comme en témoigne la carrosserie du véhicule percuté. Le bilan initial, une patiente qui a perdu connaissance, qui manifestement présente une fracture déplacée de l'avant-bras droit, une grosse plaie au niveau de la jambe. Elle a eu des troubles de la conscience, elle a perdu connaissance. On attend les premières constantes, on les a pas encore. Allez, envoie-moi des constantes. Sandrine, envoie-moi des constantes, que je sache où on en est. Une fréquence cardiaque, une tension. Donc dynamique de choc importante, des motards au sol, donc gravité extrême. On a un hélicoptère qui arrive et un deuxième qui arrive. Il y a un deuxième sac là-bas, il y a T'as passé un pré-bilan? Vous préparez des ateliers de machin pour les titres avec de la bêta, du coup on va déjeuner sur la...
Ça vous fait mal, ça, monsieur? Tu veux ici? Ouais, oui. De son côté, la patiente de Gilles vient de reprendre connaissance. D'accord, oui, c'est normal ça. Madame, vous avez le bras là qui est très cassé, d'accord? Il est très déformé. Donc on va vous endormir pour pas que vous souffriez sur les 5-10 minutes, après vous allez vous relever. Donc vous inquiétez pas. Je vous avertirai qu'on va vous faire dormir. On va vous faire dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Après, vous avez eu un accident de moto, vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez de rien? Vous conduisez la moto ou c'est votre mari? Voilà, vous allez là, vous endormir. Qui conduisait la moto? D'accord. Une perte de mémoire, un signe très inquiétant. C'est un symptôme de traumatisme crânien. Donc la patiente, on va l'endormir pour la remettre sur la planche parce qu'elle va souffrir, elle a le bras vraiment cassé, elle souffre. On va l'endormir. On n'a pas détecté de problème, pour l'instant on ne détecte pas de problème viscéral, elle n'a pas l'air de saigner en interne. Tout a l'air orthopédique. La moto gêne et impossible de la déplacer. Le pot d'échappement est encore brûlant. À moins de la tracter, je crois que vous n'allez jamais y arriver. Alors laisse-la comme ça alors. Faut faire qu'on la laisse comme ça? Ouais. Là je peux pas passer de bilan parce que j'attends de savoir la gravité de sa fracture de l'avant-bras. Si j'ai un pouls périphérique, une sensibilité, c'est pas pareil que si je n'en ai pas. Donc là j'arrive pas à l'apprécier parce que tout est déformé. Il faut donc qu'on la relève, qu'on l'endorme, qu'on la relève et après je pourrai apprécier les choses. Gilles, tu peux me laisser juste la place que ouais, je passe. Vas-y. Les secouristes manquent de place. Gilles ne peut pas accéder au bras de la motarde. C'est bon? On est tous prêts? L'aspiration à proximité armée. Au vu de la gravité de ces fractures, il faut déplacer cette victime avec la plus grande précaution. Avec la sonde armée, parce que si elle peut vomir, ça va avoir mal sinon. 2 mg supplémentaires. C'est bon? Madame, vous êtes toujours là? La patiente ne sera endormie que quelques minutes. Pendant ce temps, un premier hélicoptère atterrit. Madame, vous êtes là? Si vous dormez, c'est à cause de nous, hein. Quelqu'un au bassin. Ok. Vas-y, appuie-toi. Ça va passer avec la couverture. Si, ça va passer. On va la soulever. Gilles ne veut pas perdre de temps. Lever la victime. Prêt. Attention pour lever. Levez. Envoyez le plan dur. Allez, envoie. Encore. Posez. Et une attelle. L'attelle, allez, envoyez la tête. Et derrière là. Fracture fermée. Non. Allez, voilà, tu sais, ouais, non, j'ai pas de coup. Allez, elle va se réveiller, on essaye de se bouger déjà. Levez. Le sac à dos là, s'il vous plaît. Posez. Ok, faut que je revoie ça parce que là, elle est très cassée là. Passe-moi le saturomètre que je vois si ça passe. Est-ce que j'ai une courbe? Le saturomètre mesure l'oxygène dans le sang. Si la courbe est bonne, c'est qu'aucune artère n'est sectionnée et donc que la main n'est pas en danger. Madame 100%. On a une courbe, donc ça circule. Hein. C'est 2 grammes de... Tiens. 4 mg. 4 mg tout de suite. Ouais. Et on lui fait du perfalgan aussi. Oui, perfalgan il est passé. J'entends. Ok, on arrête l'oxygène. Par chance, la main de la motarde est parfaitement irriguée. Le risque d'une nécrose et donc d'une amputation est écarté. On a par contre un petit truc qui nous gêne pour l'instant, c'est qu'elle a, malgré le casque, un trauma crânien avec une perte de connaissance. C'est elle qui avait le casque qui a été arraché ou pas du tout? On m'a parlé d'un casque. Elle avait un casque arraché. On m'a parlé d'un casque arraché. Je sais pas qui est arrivé en premier. Est-ce qu'elle avait son casque à l'arrivée? Alors moi, elle n'était pas casquée à mon arrivée et elle est incapable de te le dire, le casque il est posé sur le Donc il se peut que le casque est sauté, c'est la raison pour laquelle... Ah ça, j'avais pas cette notion. Bougez les doigts là. Fais-lui bouger les doigts là et là. Gilles veut maintenant garder sa patiente éveillée et consciente pour pouvoir surveiller son état. Réveil Mont-d'Or, je vois l'hélicoptère blanc qui survole là. On va commencer à rouler vers l'hélicoptère blanc, on va au réveil Mont-d'Or. Le deuxième hélicoptère est maintenant en approche. Les 2 motards vont pouvoir être transportés très rapidement. Les deux blessés sont dans un état grave. Hein. Voilà, donc le mien est moins grave que celui des tempes manifestement. La patiente de Gilles est prête pour le transport. Attends. Tu peux me donner la sangle qui tombe, s'il te plaît? On y va, refais. Il m'en reste que 2. Vas-y, prépare pas une autre en 2 ampoule. et mets-lui de la kétamine. Mets-lui 10 mg de kétamine, allez, du kétala. Kétamine 10.
On va commencer comme ça. Sur une ampoule de 50, tu prépares et t'en passes 10. Bougez pas le bras, je vais vous faire un antalgique, madame. D'accord? Ne bougez pas. Bon, la patiente a mal, on essaie de la sédater, mais elle a des grosses fractures, donc effectivement. Allez, installe-toi et on va partir. On peut mettre en route, s'il vous plaît. Oui, ok, on est parti. La patiente arrivera au service de réanimation de Créteil en quelques minutes seulement. Elle restera une dizaine de jours dans ce service. Le patient d'Amaury, lui, a encore besoin d'être stabilisé. Tous les gestes doivent être effectués avec la plus grande précaution. Il faut lui accrocher la cheville. Ouais, il faut déjà lui accrocher la cheville, sinon on va pas y arriver. Et la pompe, elle est où? Elle est là, là. Mais la jambe est en morceaux et les secouristes doivent la sécuriser dans une attelle pneumatique. Bah, c'est un patient qui est considéré comme polytraumatisé et qui va aller dans un accueil de centre de polytrauma assez rapidement, j'espère. On a un hélico là qui est prêt à décoller à tout moment. On va déjà voir. Je vais monter avec lui, avec les pilotes et puis avec l'infirmière. On va essayer d'anticiper un petit peu les éventuels problèmes qu'on va pouvoir avoir pendant le temps de vol qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Et j'espère qu'on arrivera à bon port en ayant suffisamment anticipé. Il est obligatoire pour le patient d'être stabilisé avant de décoller. S'il fait un arrêt cardiaque, il serait impossible de le réanimer en vol. Sous surveillance permanente et sous bonne escorte, le conducteur de la moto va bientôt pouvoir décoller. Après un tel choc, il ne réalise ni la situation ni la gravité de son état. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut nous mettre sur le côté droit? Non, toujours pas, monsieur. Bah, désolé, monsieur, c'est pas possible, monsieur. Toujours pas, c'est pas possible. Tout le transport, ça sera pas possible. Les radios, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait me faire plier un peu ma jambe droite? Non plus, monsieur. Non, monsieur, c'est pas possible. La jambe de... Faut rester malheureusement, il faut rester allongé, monsieur. C'est compliqué, mais... C'est compliqué. On va aller rapidement. Là, on vient d'arriver, on est dans l'hélicoptère, hein. On va vous emmener à l'hôpital de Percy. En arrivant là-bas, ils vont faire tous les examens radiologiques. D'accord? Ils aviseront avec vous, d'accord? Là, pour le moment, il vaut mieux pas qu'on vous couche tant qu'on n'a pas fait le bilan complet de vos blessures. Pardon. Ok? L'homme restera 1 mois en réanimation. Grâce à l'intervention rapide des médecins, aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger. Mais malgré plusieurs mois de rééducation, il ne récupérera sûrement jamais totalement sa mobilité. Le lendemain matin, nous retrouvons Édouard sur l'autoroute A15. Une artère très saturée où circulent 150 000 véhicules chaque jour, un record en Île-de-France. En dehors des heures de pointe, les accidents sont nombreux et ils peuvent être violents. 1 heure après le début de la patrouille, la radio diffuse un message d'alerte. On a fait des tonneaux apparemment, et au départ. À 5 km de là, un véhicule vient de faire des tonneaux. Sur place, la voiture est couchée sur le dos, au milieu de la circulation. Gaffe à droite. Ces 2 jeunes hommes et ce petit garçon ont réussi à s'en extraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un époux, je sais pas quoi, il a commencé à... Impossible de contrôler. Qui c'est qui roulait? Le jeune homme désigne son ami comme le conducteur. Mais bizarrement, celui-ci a une toute autre version. Alors, qui c'est qui roulait? Non, on dit que c'est vous et vous dites que c'est lui qui roulait. C'est lui. Attendez, vous restez l'homme sûr, restez là. Qui roulait exactement? Je vous dis une dernière fois, qui roulait? Lui dit que c'est l'autre qui roulait, l'autre dit que c'est lui qui roulait. Ouais. Si le jeune homme veut faire croire aux policiers qu'il n'était pas au volant, c'est qu'il cache peut-être quelque chose. Karl, le collègue d'Édouard, décide de jouer franc jeu avec lui. C'est vous qui êtes en train de rouler avec la voiture? Ça, je pose une question. Regardez-moi, j'ai le soleil dans les yeux. Et c'est qui roulait avec le véhicule? Qui est au volant? Bonhomme, tu viens ici. Voilà, reste là en sécurité. C'est vous qui roulez? Sûr? C'est pas votre ami? Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Un tout petit peu. Ah, pas qu'un peu, je pense. Pas qu'un peu. Vous le sentez? Ah oui, je vois. L'homme ne cherche plus à se défausser. Sous l'emprise de l'alcool, alors qu'il a sous sa responsabilité un jeune garçon, il n'a aucune idée des raisons qui ont pu provoquer l'accident.
Oui, expliquez ce qui s'est passé en fait. On roulait, d'un coup, c'est parti en tonneau. Il n'y a pas eu un obstacle, vous avez mis un coup de volant? Il n'y a pas eu d'obstacle, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, il n'y a pas eu d'obstacle. Le conducteur ne s'est même pas rendu compte qu'il a en fait heurté la barrière située sur la file complètement à gauche. Donc là, il a été tapé le muret là. La voiture s'est mise sur le toit et il est venu s'arrêter ici, en glissant. Donc en gros, il a traversé toutes les 4 voies sans se faire taper par aucune voiture. Il a eu beaucoup de chance. Ouais. Ouais, il a eu pas mal de bol. Ouais. T'étais dans la voiture aussi? Oui, j'étais dans la voiture. Ça va? Oui, à part la mâchoire, mais c'est... À part la mâchoire? L'enfant, le neveu du passager, se plaint de douleur. Les pompiers arrivés sur place vont le prendre en charge. Ils en profitent également pour examiner le conducteur. J'ai toute ma conscience, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ça vous a quand même un peu marqué, non? Plainte de douleur au dos, au cervical à mon avis. En attendant, nous on se met entre guillemets un peu en retrait pour prodiguer les premiers soins. Si on voit que c'est un peu mieux, on fera le reste des vérifications pour l'économie et tout ça. Par mesure de précaution, les pompiers décident de conduire l'homme à l'hôpital. Mais avant, Édouard veut vérifier s'il conduisait en état d'ébriété. Là, ça met oui. Ça marque juste qu'il est au-dessus de la limite légale. Donc il est au-dessus des 0,25. Le conducteur est positif au test d'alcoolémie. Alors, les policiers ne s'arrêtent pas là. Ils veulent savoir si l'homme a également consommé des stupéfiants. Ouvrez la bouche. Pour le contrôle, les policiers disposent d'un test salivaire nouvelle génération, plus fiable et plus rapide que les anciens. Au bout de quelques minutes, verdict. Il est positif au cannabis. Vous avez ici le deuxième trait qui montre ici qu'il est positif au cannabis. Ça implique quoi pour lui? Ça implique forcément l'assurance ne va pas se mettre en route parce qu'il sera responsable de tout. Il va devoir rembourser tous les frais annexes, les frais hôpitaux pour le petit, les frais causés à l'autoroute, donc le musoir et tout ça, beaucoup de choses. Le mélange alcool et cannabis multiplie par 14 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Ces dernières années, Édouard assiste à une augmentation de ses conduites dangereuses. Ah, alcool plus stup, ouais, ça commence à faire, quoi. Surtout qu'ils ont la responsabilité d'un minot, quoi. C'est pénible, ça devient un fléau. Mais bon. On essaye de combattre tout ça. Le conducteur sera présenté à un juge. Pour conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. En 2021, sur les 700 km d'autoroute que couvre la CRS Nord Île-de-France, plus de 30% des automobilistes soumis au dépistage étaient positifs aux stupéfiants. Aujourd'hui, pour contrer le phénomène, l'unité a depuis triplé ses contrôles.